Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cette couverture en continu de la situation au Moyen-Orient au 23e jour de guerre. Durant cette heure, nous allons, avec mes invités, évoquer les derniers développements sur le terrain, revenir sur les conséquences stratégiques de cette guerre, mais aussi sur toutes les informations qui circulent autour de ce conflit, puisque comme souvent, cette guerre qui oppose l'Iran, les États-Unis et l'entité sioniste se joue sur le champ de bataille, mais également sur le terrain de la propagande. Pour en parler ce soir, j'ai le plaisir d'être accompagné sur le plateau. Tout d'abord de monsieur Kamal Mensari. Bonsoir Kamal Mensari, on ne vous présente plus, directeur de publication au Jeune Indépendant. Bonsoir. Bonsoir. Mon acolyte également lors de l'émission Hebdo Show Algérie. Se joint également à nous monsieur Abdelrahman Hadef. Bonsoir, consultant expert en géoéconomie. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous ce soir. Se joindront également à nous, mesdames et messieurs, trois autres invités. Manuel Pouchelet, spécialiste des relations internationales. Depuis Téhéran, nous aurons également avec nous madame Yalda Amrouni, présentatrice et journaliste à Presse TV, chaîne d'information internationale iranienne. Et monsieur Karim Belgassem, expert en géopolitique. Alors messieurs, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Je commence par un petit tour de table avant d'aller vers nos invités qui sont avec nous via Teams. Kamal Mensari, il y a eu des frappes iraniennes qui ont ciblé les territoires palestiniens occupés ces derniers jours, notamment hier. Elles ont fait de nombreux dégâts, notamment dans une région connue pour abriter un centre de recherche nucléaire stratégique. C'est une réponse à la frappe américano-sioniste contre le site nucléaire iranien de Natanz. Ces attaques constituent finalement une menace croissante pour la santé publique. On peut parler aujourd'hui de nouvelles phases dans cette escalade du conflit? L'escalade a commencé dès les premières heures. Oui. Il faut le reconnaître, du moment que après la faillite de la diplomatie, donc l'escalade a eu lieu lorsque les Américains ont frappé des sites civils, notamment des écoles, une école de la ville de Minab. Ensuite, on a vu comment les Américains ont attaqué des stations nucléaires et des stations de dessalement, notamment celles qui servent Téhéran. Donc, cette phase-là de ciblage de cibles, enfin de localités ou de centres ou de urbain et civil a eu une réponse qu'on a vue hier, par exemple. C'est-à-dire pourquoi? Parce que les Iraniens avaient déclaré dès le début que si les Américains et les Iraniens frappaient des cibles civiles, s'ils frappaient des infrastructures de base, s'ils frappaient des autoroutes, s'ils frappaient des endroits qui ne constituent pas des cibles militaires ni une menace pour Israël ou pour les États-Unis. Donc, forcément, les Iraniens ont décidé d'accentuer ou de partir à une nouvelle phase, celle d'attaquer, de faire ce qu'on appelle la réciprocité en frappant des sites de recherche nucléaire, comme c'est le cas pour la ville de Daimona, le centre Daimona, ou la ville d'Arad, comme on a vu hier. Donc, forcément, il y a une escalade, il y a une menace pour la sécurité des civils de part et d'autre, mais on a vu que la première option prise par les Américains, donc de la voix même de Pete Hegseth, qui a dit que nous contrôlons le ciel, nous contrôlons tout. Notre aviation contrôle le ciel iranien. Toutes les cibles que nous tirons sont des cibles valables et légitimes. Donc, les États-Unis sont dans une logique de destruction de l'Iran dans de toutes ses structures et ses composantes, c'est-à-dire qu'elles soient civiles, militaires ou même les populations. Donc ce langage-là tenu par Pete Hegseth dans une conférence de presse démontre que les États-Unis n'ont aucune limite par rapport aux règles de la guerre ou par rapport au droit international. Donc c'est pour cela que les Iraniens ripostent par réciprocité et font de même, parce que affaiblir le pays sur le plan des infrastructures signifie que la population va être la plus touchée, la première touchée, et ce sont des endroits et des sites qui sont interdits par les conventions internationales, notamment la Convention de Genève. Donc nous sommes face à un État qui a décidé de se défendre en utilisant les mêmes méthodes utilisées par les agresseurs.
Exactement, et justement, Abdrahman Hadef, l'Iran finalement est en train de surprendre l'entité sioniste et les États-Unis avec ses nombreuses ripostes et avec la précision de ses frappes. Effectivement, déjà, il faut qu'on revienne quand même assez sur les déclarations des belligérants des États-Unis et aussi de l'entité sioniste au début de la guerre, qui ont annoncé que la guerre allait prendre le temps qu'il faut, mais surtout ils avaient annoncé un délai de 4 à 6 semaines de délai. Et là, on entre à la 4e semaine. Et je pense que là, c'est une nouvelle phase qui s'ouvre d'ailleurs, même avec les cibles et surtout l'intensité des frappes du côté américain et du côté israélien. On constate qu'il y a vraiment un changement et on veut aller vers ce qu'on appelle la terre brûlée. On est en train d'aller vers de nouvelles cibles qui vont essayer de raser tout en Iran. Et en même temps, on constate depuis 2-3 jours, il y a un changement de doctrine même au niveau de l'Iran, qui était dans une posture défensive. Là, l'Iran change complètement de doctrine et là, elle est en train d'aller vers une nouvelle doctrine offensive. Elle choisit des cibles vraiment hautement stratégiques et même elle est en train de changer même en termes de moyens qu'elle utilise. Là, on est en train d'utiliser les missiles balistiques supersoniques. C'est un peu ce qui a amené les dégâts qu'on a constatés hier sur les territoires occupés de la Palestine. Mais ce n'est que le début de cette vase-là, parce que ça a amené aussi une réaction du côté américain, du côté sioniste, en déclarant qu'ils vont un peu aller monter en puissance, surtout du côté américain qui souhaite en finir avec cette guerre, mais il veut en finir en donnant l'impression qu'il a gagné. D'ailleurs, la déclaration hier de Donald Trump où il a dit que nous avons tout rasé en Iran, tout a été brûlé, et là on peut dire que nous avons gagné militairement. Sa déclaration, chose qui a été contredite par les frappes. Ça va justement dans la deuxième partie de ce qu'on va aborder tout à l'heure. Donc c'est vraiment on prépare déjà la porte de sortie du côté américain. Par contre, et je termine sur ça, le côté iranien ne va pas en finir là. C'est lui qui aura le dernier mot, et on constate aujourd'hui, bien évidemment, après 3 semaines de conflit, que le conflit est devenu global. Ce n'est plus un conflit entre deux parties, c'est un conflit qui est un peu qui touche actuellement le monde entier. Et d'ailleurs, on parle vraiment d'un début d'une 3e guerre mondiale. Oui, effectivement. En tout cas, ce qui est sûr, Kamal Mansari, avant d'aller vers nos autres invités, c'est que l'Iran est en train de surprendre par ses ripostes, d'ailleurs de l'aveu même de Benjamin Netanyahou hier suite aux attaques. Il l'a dit lui-même, la nuit a été difficile. Il y a une tribune très intéressante qui a été écrite par Alastair Crooke, qui est un ancien colonel et un ancien spécialiste du renseignement britannique, dont le revue Economist, qui dit que l'Iran s'est préparé pour cette guerre depuis 2003. C'est-à-dire que l'invasion de l'Irak a servi d'exemple et de cas d'école pour étudier tous les scénarios possibles et imaginaires pour pouvoir faire face à une agression américaine et sioniste. Donc tous les scénarios ont été mis en table. C'est pas quelque chose qui a été préparé depuis quelques mois, mais ce sont 23 ans. Donc on est dans une situation d'un pays qui s'est préparé d'abord à la force de frappe américaine, qui est une force de frappe puissante. On connaît les moyens militaires, nous sommes dans une guerre asymétrique, et voilà que aujourd'hui, pour se préparer à cette guerre, on a eu 2 exemples. La première fois, c'était lors des 12 jours, lorsque les Iraniens ont mis 6 heures pour remettre en place leur commandement d'abord et pour riposter à l'agression israélienne. Cette fois-ci, ça n'a pas duré pas plus que 2 heures, en dépit du décès, de la mort
du guide suprême iranien. Donc, voici la stratégie iranienne. Elle était déjà basée par maintenir le commandement. Ali Larijani, dans son interview, lorsqu'on lui a posé la question, n'avez-vous pas peur d'être ciblé? Il a dit que derrière moi, il se trouve un contingent de leaders qui vont me remplacer. C'est-à-dire que les Iraniens ont pris en compte d'abord cette éventualité de perdre le commandant. Donc la structure est maintenue, c'est-à-dire la hiérarchie, elle est là. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui on est surpris. Les Américains étaient venus, Donald Trump avait dit, il croyait pouvoir rééditer le scénario du Venezuela, décapiter le sommet et puis prendre le pouvoir ou affaiblir l'État ou le mettre à genoux. Ce n'est plus le cas. Et on a vu que les Iraniens, dans leur riposte, sont partis graduellement vers ils ont riposté en essayant de neutraliser les bases qui sont proches, c'est-à-dire celles qui se trouvent dans les pays du Golfe, le Bahreïn, le Koweït, l'Arabie Saoudite, les Émirats. Donc, il fallait mettre hors d'état de nuire, hors d'usage ces bases-là qui servent à la fois à l'espionnage, qui servent aussi au lancement des tirs de compte, c'est-à-dire les tirs de barrage, c'est-à-dire comme les missiles défensifs. Donc on est dans cette logique. Les Iraniens ont compris que c'est une guerre qui est longue, elle leur est imposée. Ils savent les moyens qu'ils ont, qu'ils ne contrôlent pas le ciel. Et le fait qu'il y a une nouveauté pour la première fois. Donc c'est-à-dire les Américains le reconnaissent, il y a énormément de pertes. Sur le plan des militaires, et en plus, la technologie iranienne a fait preuve d'efficacité en faisant tomber un F-35. Donc ce n'est pas nouveau, c'est la première fois qui constitue le fleuron de l'aviation américaine, le F-35 tombe. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Et le plus, c'est que la graduation, c'est-à-dire ils ont élevé le niveau à chaque fois, ils y vont encore plus fort dans la riposte et surtout dans la distance. Et il y a aussi un élément nouveau, c'est-à-dire le retour du Hezbollah dans l'échiquier, le retour Hezbollah qu'on avait donné pour enterrer et mort, voilà qu'il revient et qu'il tire des missiles qui dépassent 200 km de l'aveu même des Israéliens. Donc nous sommes face à une situation où les Iraniens prennent le devant, dictent leurs lois, notamment sur la question du détroit d'Ormuz. Ils le ferment. Et ils ne l'ouvrent que à leur volonté. La troisième des choses, ils disent « Nous ne voulons pas de cessez-le-feu », même si parce que Trump est connu pour ses déclarations farfelues, malheureusement et folkloriques, il leur donne 48 heures. S'il n'a pas pu ouvrir le détroit en 48 heures en dépit des bombardements, aujourd'hui il menace de tout bombarder, de ne rien laisser. Il met en danger les pays, ses propres alliés, qui sont les pays du Golfe. Imaginez s'il tire sur les stations de dessalement d'eau. Toutes les stations de dessalement d'eau vont être détruites par les Iraniens, qui alimentent justement l'Arabie Saoudite et les Émirats. Imaginez, il y a 35 stations de dessalement aux Émirats qui vont être détruites. Donc c'est toute l'industrie. C'est-à-dire que les Émirats vont pratiquement disparaître. Si par exemple les Saoudiens peuvent éventuellement résister du côté de la mer Rouge, mais du côté du Golfe Persique, ils ne peuvent pas, du moment que les stations de dessalement qui alimentent les villes de Dammam ou de Khobar et même Jubail industriel qui compte énormément sur le dessalement d'eau de mer, ça sera vraiment une catastrophe. N'oublions pas qu'il y a une station de dessalement qui alimente la ville, la capitale Riyad, qui compte 10 millions d'habitants. Si cette station de dessalement qui se trouve à Jubail est démolie, c'est 2 semaines et puis il n'y aura plus d'eau à Riyad. Donc il y a énormément d'éléments qui nous renseignent que les Iraniens ont beaucoup de cartes à jouer. Certes, ils sont en train de perdre énormément, les civils subissent, les Américains n'ont pas de règles, y compris les Israéliens. Mais ils sont déterminés à aller jusqu'au bout. Non, ils n'ont pas le choix, c'est une conviction, c'est presque quelque chose qui est sacré chez les Iraniens. Ils ont résisté à 50 ans, aujourd'hui presque 50 ans, de blocus depuis 79. Donc, ils ont même une génération de commandants et de leaders qui sont nés dans le blocus, qui sont nés dans la privation et qui sont nés dans cette réalité. Aujourd'hui, ils sont en train de la vivre et de réagir par rapport à ça. On a vu comment, hier, le quartier général a dit « Nous allons jusqu'au bout » et c'est nous qui dicterons nos conditions. Exactement. On va justement aller, messieurs, du côté de Téhéran, où l'on retrouve Madame Yalda Amrouni. Bonsoir.
Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes journaliste et présentatrice à la télévision Presse TV. La nuit dernière a été marquée par plusieurs bombardements des deux côtés. Alors vous qui êtes à Téhéran, est-ce que vous pouvez justement revenir sur la situation qu'il y a sur place? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Justement, après plus de 3 semaines de guerre, l'État et le peuple iranien montrent une grande résilience, on l'a bien vu. Alors c'est pas seulement une résilience, mais c'est surtout le fait de montrer que rien ne peut les arrêter et surtout les arrêter de vivre. Hier était également marqué par le Nouvel An iranien que les Iraniens ont fêté, tous à leur manière, non pas dans une situation de guerre, mais avec toutes les victuailles qui existent. L'Iran n'a pas de privation même durant la guerre. Tout est fait sur le territoire. L'Iran est autodépendant. Donc, il ne détermine pas de l'importation comme il se passe en Europe ou dans les pays du Golfe. C'est la plus grande force de l'Iran, je pense. Et comment est-ce que la population iranienne fait face justement à cette situation de guerre, Madame Yalda Amrouni? Eh bien, on a déjà eu la guerre des 12 jours, qui a été un peu un test pour tout le peuple iranien, où on a pu voir l'action des antimissiles. Malgré 18 heures pratiquement de bugs, puisque les Américano-israéliens avaient hacké le système de sécurité. Mais on a vu une réaction extrêmement importante de l'armée, rapide aussi, ce qui a fait que la panique ne s'est pas installée. Et pareil pour le début de cette guerre qui s'est arrivée donc le 28 février, d'où le leader de la révolution islamique, l'ayatollah Saïd Ali Khamenei, est tombé en martyr. Les gens n'ont pas paniqué, du fait de savoir qu'ils savaient qu'il y avait un système derrière. Eh bien, merci Madame Yalda Amrouni. Restez avec nous le temps d'aller vers Monsieur Manuel Pouchelet. Monsieur Manuel Pouchelet, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonsoir madame, et merci pour votre invitation. Bonsoir à vos invités. Merci à vous d'être avec nous ce soir, Manuel Pouchelet. Peut-être un petit commentaire sur cette nouvelle phase dans l'escalade de ce conflit entre l'Iran, l'antiterroriste et les États-Unis. Oui, un rapide retour. En fait, je confirme tout ce qui vient d'être dit avec vos invités en plateau, mais aussi force est de constater que les Américains, finalement, s'attaquent à un pays qui fait plusieurs millions de kilomètres carrés et ils ne sont pas préparés. Et ils n'étaient pas préparés avec Israël, avec cette résistance du gouvernement iranien et également à son organisation. J'insiste bien sur une chose, c'est que les trois parties, en présence se connaissent bien et confirment un petit peu cette phrase de Napoléon: n'affrontez pas trop souvent votre ennemi, vous risqueriez de lui apprendre votre art de la guerre. Et nous y assistons. Nous avons eu la première phase essentiellement militaire avec la destruction d'objectifs. Ensuite, il y a une phase économique avec la destruction, on va dire, d'objectifs économiques. J'entends par là des infrastructures pétrolières et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on a entendu dans la voix de Donald Trump l'envie de se prendre à des infrastructures qui pourraient toucher la société civile. On parlait d'usines, différents moyens d'approvisionner en énergie, de manière à ce que la population se lève contre le régime en place ou dans les autres pays. Mais vous savez, Téhéran est quand même n'est pas de la même culture. Je rappelle que ce sont des Perses et en même temps, on a un joueur de poker qui s'appelle Donald Trump et qui pense que ce pays va plier, on va dire, sous les coups de boutoir de son armée. Mais je pense que de toute façon, l'Iran confronte les Américains et les Israéliens à leurs propres contradictions, où ils s'aperçoivent que c'est un pays qui résiste et qui en même temps reprend, vous l'avez dit, l'initiative militaire. J'entends par là la chute d'un missile quand même à côté de Diego Garcia. Et en même temps, vous avez aussi un pays qui est particulièrement bien préparé, puisque l'Iran non seulement a un complexe militaro-industriel, j'allais dire entre guillemets, intact, et vous avez aussi des renseignements, et c'est le renseignement, j'entends par là, le renseignement satellitaire qui permet de proposer, excusez-moi de ce terme un petit peu déplacé, des frappes très précises sur les bases américaines dans les pays du Moyen-Orient et les pétromonarchies du Golfe. Karim Belgassem, vous êtes du côté de Lyon. Je me tourne vers vous à présent. Peut-être un décryptage également de la situation actuelle au Moyen-Orient. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que l'Iran aujourd'hui est clairement en train de prouver qu'il a les moyens de sa politique ?
Bonsoir Nourad et bonsoir à tous les téléspectateurs et mes confrères présents. Oui, on peut dire très clairement qu'il y a non seulement une résilience et une résistance de l'Iran, mais que l'Iran peut porter aussi un coup fatal aux États-Unis. Tout cela est issu de plusieurs choses. La première chose, c'est la sous-estimation permanente de l'Iran depuis les États-Unis. Alors, je caricature à peine en disant que l'Iran est peut-être estimé comme une population avec un turban, un chameau, etc., etc. Mais il ne faut pas oublier les nombreux universitaires et ingénieurs qui ont été formés en Iran. J'ajouterais, pour rejoindre ce qu'ont dit mes confrères précédemment, que l'Iran était préparé depuis des années et des décennies à ce potentiel conflit, que enfin l'Iran, avec son expérience depuis la guerre Iran-Irak et cet embargo imposé depuis pas mal de décennies, qui a fait que l'Iran a pu s'organiser et puis anticiper cette guerre qui approchait à grands pas. Donc, comme on dit, c'est le mektoub, ça devait arriver à un moment ou à un autre. Et le résultat, il est là, c'est que non seulement l'Iran résiste, mais répond à cette guerre, puisqu'il faut rappeler que c'est l'Iran qui a été agressé. Elle répond intelligemment en ciblant ses ripostes, histoire de ne pas non plus gâcher toutes ces munitions. La deuxième chose, c'est que on voit les moyens déployés par les États-Unis et Israël, et que l'Iran déploie plutôt, je dirais, une défense de masse avec notamment tous ces drones. Et puis, dernière chose, l'événement qui s'est produit ces dernières heures à Diego Garcia a montré que c'est un message stratégique de dissuasion. L'Iran montre qu'elle peut frapper très loin et potentiellement jusqu'à l'Europe. Ça peut viser à décourager d'autres pays occidentaux dont seraient dans cette guerre, et c'est tout sauf une surprise technique. Donc c'est un message politique et militaire élargi aux États-Unis, au Royaume-Uni, à tous les pays susceptibles d'intervenir. Et donc le bilan, il est là. Les Américains n'ont pas réussi à affaiblir l'Iran, leurs bases ont été touchées, leurs forces ont dû s'éloigner des théâtres d'opération. Donc c'est un échec militaire à terme et une défaite politique déjà engagée pour Donald Trump. Et j'ajouterai à cela que le message qu'envoient les Iraniens à ses voisins comme le Qatar, les Émirats, c'est, vous voyez, les Américains sont incapables d'assurer votre défense, donc l'Iran peut être un acteur majeur dans la recomposition du paysage géopolitique qui tremble depuis déjà pas mal de mois, voire d'années. Merci Karim Belgassem. Abdelrahman Hadef, finalement, l'entité sioniste et les États-Unis comprennent aujourd'hui que l'Iran n'est pas Raza. Du tout. Là, ils sont en train de constater qu'ils ont affaire à un pays quand même qui s'est bien préparé, comme ça a été bien déclaré, parce que l'Iran s'est mis en économie de guerre depuis des décennies. Il faut le rappeler qu'il est en autosuffisance dans plein de secteurs, en agriculture, en industrie, en technologie, et là aussi en technologie militaire. On le constate avec le développement des systèmes des missiles, des systèmes des drones, et il nous fait découvrir aujourd'hui, surtout en termes de guerre asymétrique, l'utilité des technologies comme celle des drones, qui est en train de faire même la différence. D'ailleurs, les pays occidentaux maintenant sont vraiment impressionnés par cette résilience, mais surtout par cette capacité à tenir tête. Vous avez dit, vous avez posé la question tout à l'heure. Est-ce que ça surprend le monde? Effectivement, ça surprend le monde. Il faut le dire. Il faut pas le nier, parce que personne ne misait sur cette résilience, cette capacité de résister. Et surtout, moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est surtout sa capacité dans la stratégie. Il y a beaucoup de stratèges au niveau de l'armée iranienne, des gardiens de la révolution. Là, on voit les changements de tactique, on voit le changement. Ils ont une école d'art stratégique, c'est les Iraniens d'ailleurs. Oui. Donc là, mais on le voit sur le terrain, parce que la guerre se gagne sur le terrain. Aujourd'hui, on le constate vraiment. Quand ils changent de façon de frapper, de missiles aussi, la progression dans les frappes depuis le premier jour. Aujourd'hui, on est sur des frappes qui peuvent atteindre les 5000 km. Donc là, on voit vraiment quelque chose
d'exceptionnel qui n'était pas attendu. L'autre volet, surtout, c'est l'aspect technologique et surtout, je fais référence au système de communication parce que effectivement, quand la guerre a commencé, les Iraniens ont commencé à frapper les bases, mais surtout les systèmes de radar des États-Unis et aussi de l'entité sioniste. Ça a permis justement d'aveugler les défenses de l'entité sioniste. Bien évidemment, mais ça dénote qu'ils ont une capacité en termes de système de télécommunication parce qu'il faut cibler, mais il faut bien viser les cibles. Et là, ça nous renseigne sur cette capacité d'avoir vraiment un système de communication très très performant. Et d'ailleurs, là, on revient à la guerre des 12 jours, où au départ, les Iraniens utilisaient des systèmes de télécommunication occidentaux, surtout le GPS. Et au bout de 3 premiers jours, ils ont arrêté, ils ont carrément coupé les GPS. Ils se sont mis sur d'autres systèmes. On dit que c'était le système chinois de géolocalisation. Donc là, on voit vraiment un pays qui a cette capacité de résister militairement. Mais ce qui est aussi important à le mentionner, c'est surtout cette dimension économique. Donc, ils ont aussi amené le conflit sur le terrain économique. Oui. Et là, c'est extrêmement important parce notamment avec la fermeture du détroit d'Ormuz, comme le détroit d'Ormuz, le marché pétrolier. Aujourd'hui, on va au-delà du marché pétrolier parce que il faut un peu analyser aussi l'écosystème des pays du Golfe. C'est un écosystème très très fragile. C'est vrai, c'est des pays riches en pétrole, en matières premières, donc riches financièrement. Mais l'écosystème vital, il est très très fragile. Ils importent plus de 70% de leurs besoins en nourriture. Oui. Ils importent plus de 80% de leurs besoins en industrie, en machinerie. Donc c'est un écosystème extrêmement fragile. On peut parler aujourd'hui de choc économique ? Ou est-ce qu'on y est bientôt encore ? Parce que on n'est pas encore sur. Bon, quand on parle de terminologie choc économique, on n'est pas. De choc économique, il y a beaucoup de pertes. Il y a des pertes, effectivement. D'ailleurs, même sur le marché financier, on parle d'une perte qui dépasse le trillion de dollars. Oui. Mais sur la terminologie, quand on parle de choc économique, il y a certains paramètres qui doivent un peu se réunir. Là, on est surtout dans un choc d'offres pétrolier, et on va directement vers un choc pétrolier, et c'est ce qui va amener bien évidemment un choc économique. On va continuer à en parler, messieurs, si vous voulez bien, avec nos autres invités dans quelques instants. Le temps de faire une petite pause et on revient.